Vas-y Andrea. La petite tradition continue même dans la deuxième saison. Bienvenue dans cette nouvelle saison de l'Incubateur, le podcast. Je pense que si vous nous regardez, en tout cas, si vous regardez la version visuelle, vous remarquez quand même une petite différence en termes de décor. Mhm. C'est parce qu'on est officiellement installé dans notre nouveau studio, qui est, si jamais en location, ça s'appelle le Point Rouge. C'est, on va dire, le hub en termes de création de contenu pour l'incubateur. Est-ce que Lionel, tu veux nous dire 2-3 mots sur le Point Rouge ? Non, c'est ça, très beau placement de produit. On place quand même nos produits. Non, ouais, on s'était vraiment dit qu'on allait step up un petit peu le game audiovisuel. On s'était aussi dit que c'était peut-être un peu overkill pour un podcast de notre taille. Mais en même temps, on y avait l'ambition de créer vraiment un pôle où on pouvait faire émettre des projets créatifs sans avoir des limitations techniques. D'où l'idée du Point Rouge. Donc si vous êtes à Lausanne, passez nous voir, c'est un lieu ouvert. Donc voilà. En fait, on s'est carrément créé un lieu dont je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à en avoir besoin, vu que la création de contenu, ça prend de la place, ça prend du temps. Et puis à chaque fois, y a cette problématique de où fixer le matos. Est-ce qu'on le fait chez nous? Est-ce qu'on le fait dans les bureaux? Puis du coup, c'est aussi encombrant. Et puis, je pense que c'était un move assez ambitieux, mais tout à fait justifié à quelque part, vu que quand on parle avec nos clients, il y a toujours cette problématique de création de contenu. Il n'y a personne qui est toujours très motivé de le faire à cause des contraintes de matériel ou des contraintes de justement setup tout le truc. Et puis voilà. Ça, c'est même un sujet qu'on devrait traiter un jour sur le podcast, mais j'ai l'impression aujourd'hui, tu peux pas passer en par-dessus la création de contenu si tu veux faire une brand plus grande que ta propre échelle. Mhm. Et les plus grosses limitations aujourd'hui, c'est les limitations techniques. Typiquement, ça sert à rien pour un petit business d'acheter du matériel. On va pas citer les chiffres, mais là on a plusieurs milliers de francs de matériel pour produire des vidéos. Et de l'autre sens, en fait, quand tu vas chercher de la location, tu vas tomber sur du matériel type télévision. Et là, ça revient même qu'acheter une... En fait, ils sont bloqués t'as un espèce de fossé où tu es bloqué. Alors, t'en as qui vont sauter le pas, ils vont acheter des caméras genre amateurs, enfin, tu vois, genre des DSLR amateurs qui peuvent quand même tourner en 4K, etc., avec leurs limitations. Mais derrière, il y a tout le suivi. Et une vidéo, au minimum, c'est 1,5 fois le temps de montage de la durée de vidéo. Et en fait, tous ces pinpoints, je pense qu'avec un endroit comme on a maintenant, on enlève. Ils viennent, ils tournent, ils ressortent, ils ont leur truc monté. Et ça c'est un truc super puissant. Et ça fonctionne bien, en tout cas. Et c'est cool. Et puis je pense aussi notre génération, nous, on a de la chance, on est quand même assez débrouille en termes de technologie, mais je sais qu'il y a énormément de personnes, même si ils auraient les moyens de louer tout le matos et tout, ils seraient peut-être pas capables de setup, de mettre les lumières correctement, de checker les micros et tout ça. Donc je pense que ce genre d'endroit, ça enlève aussi ce poids-là de connaissances techniques. Je rebondis parce qu'une fois, j'ai eu un débat. C'est hyper intéressant, la vidéo et la photo. C'est un truc qui m'a plutôt passionné pendant un petit moment. J'ai jamais pu vraiment perfectionner le métier. Mais j'ai entendu ce débat de est-ce que la vidéo est plus difficile que la photo ou c'est l'inverse. Ça, c'est un bon débat. C'est un bon débat. Ouais. Toi, tu penses quoi? Alors moi, je pense que la vidéo, ça reste plus complexe à maîtriser. C'est pas forcément plus difficile, mais il y a vraiment plus de dimensions, on va dire, que juste la photo. Donc si je devrais peser, je le pèserais comme ça. Ouais. Et toi? Les gens, ils disent souvent qu'en vidéo, tu as le choix d'un deuxième take. Moi, je dis tout le temps, en photo aussi, c'est juste que tu as choisi que ta photographie, elle est pas, tu vois, genre, elle est live. Une vidéo, c'est 25 images à la seconde, donc c'est 25 photos à la seconde, plus le son, la colorimétrie, l'image, etc., que tu dois maîtriser. Pour moi, genre, la photo, tu dois maîtriser ces paramètres une fois, tu vois. Là, tu dois la maîtriser 25 fois par seconde. Donc, c'est effectivement des dimensions différentes. Mais on a eu ce sujet dans un épisode hors saison. Hors saison, enfin pas publié. C'est que
souvent, les gens qui vont créer du contenu, je pense que c'est quand même un sujet intéressant d'aborder, la création de contenu pour les entreprises. Après, on abordera le sujet que tu avais choisi. Ouais. C'est qu'on se trompe souvent des skills qu'il faut maîtriser pour créer du contenu. Et ça, c'est un truc que je vois tout le temps. Par exemple, la photo. Quand tu dis que tu vas apprendre la photo, les premiers skills que les gens vont penser à maîtriser, c'est genre l'ISO, la colorimétrie, shutter speed, ce genre de choses. Alors que ça, c'est des maîtrises qui sont complexes, qu'avec les caméras d'aujourd'hui, ça le fait en automatique. Par contre, et derrière, ils essaient d'apprendre ces skills-là alors qu'ils ne maîtrisent même pas le cadrage et la lumière. Alors, si tu vois, une photo, c'est peut-être 90% du cadrage et 10% du manuel pour augmenter la qualité. Bah, pour moi, une photo reconnaissable, c'est vraiment une question d'œil artistique. En soi, tout le monde peut prendre une photo, surtout aujourd'hui, tu vois. Mais est-ce que tu auras développé ton œil suffisamment bien pour que ça devienne une photo de qualité? Ouais, c'est ça. Il y a des skills qu'on doit, je pense qu'il faut maîtriser en premier avant de même penser à la technicité. C'est la composition d'images, comment placer tes sujets, etc. Parce que ça fait 90% du travail. Et très souvent du temps, les photos que les entrepreneurs utilisent pour leur réseau, c'est des photos qui vont être regardées sur des écrans qui font 500 pixels sur 500 pixels. Donc, ton settings manuel, personne ne va voir la différence. C'est vrai. Bon, après, on va pas... comment dire, on va pas clasher non plus le monde de la photographie, c'est beaucoup plus complexe que juste une histoire de cadrage, on est d'accord. Mais c'est vrai que quand tu commences, en tout cas dans la photographie, c'est clair que cet aspect-là est beaucoup plus important. Enfin, la pratique de juste observer les choses autour de toi, de comprendre aussi l'importance du moment où tu vas prendre la photo, etc. C'est beaucoup plus important au début que... Même synthétiquement, je dirais que pour la plupart des entreprises, tu as besoin que de 80% de la qualité de la photo. Et que les entreprises qui ont vraiment besoin des 20% restants, c'est les entreprises qui vont faire de l'impression, qui vont faire peut-être des vidéos format grand écran, ce genre de choses, ou format télé, par exemple. Là, tu as vraiment besoin de maîtriser tous les métriques. Et si tu fais de la vidéo juste pour ton Insta, franchement, maîtrise les objets, la priorité de la hiérarchie de lecture, ce genre de choses, qui est vachement plus importante que comment gérer l'ISO et le grain sur la photo. Surtout avec les outils d'IA aujourd'hui, franchement. C'est vrai. Mais après, moi, quand je parle de création de contenu avec des clients, je dis toujours qu'il faut penser à la date où ça va périmer. Si c'est quelque chose qui va périmer en 24 heures, ça ne sert à rien de se prendre autant la tête sur quelque chose qui périme aussi rapidement. Tandis que si on est, on va dire, sur des designs publicitaires, alors dans ce cas-là, oui, on doit faire vraiment attention aux détails. C'est super intéressant, ça t'entend quoi par périmer? C'est genre un truc qui est rapidement consommé par ton audience Oui, parce que si tu regardes sur les réseaux sociaux, il y a énormément de contenu qui périme en 24 heures. Si tu regardes tout ce qui passe sur les stories, et même en termes de Reels, on va dire, tes vues, c'est surtout la première 24 heures. Après, on va dire le cas où ça va au-delà des 24 heures, c'est si c'est un contenu viral, tu vois. Et puis un contenu viral, la plupart du temps, c'est pas un contenu qui demande une production d'autre qualité. Ça n'a pas été filmé avec une Blackmagic, ouais, bien sûr. Voilà. Donc je pense qu'il faut avoir toujours ça en tête parce que sinon on reste figé puis on poste plus rien, tu vois. Il faut se dire que les réseaux sociaux les plus utilisés, donc TikTok, Instagram, ce genre de fil d'actualité en infini, il faut faire attention, on va dire, de plutôt créer quelque chose qu'on demande plutôt que de primer sur la qualité de la création du contenu. Ça, là, je fais un peu de consulting en marketing pour une boîte. Et en fait, je remarque une chose, c'est que je travaille quasiment, peut-être 5% de mon travail, c'est la création de contenu. 95%, c'est de l'optimisation opérationnelle. Genre, justement, à cause de cette péremption de ce que tu produis, même les articles de blog, etc., ils vont être lus un jour par rapport aux stakeholders de la société, tu vois. Au final, ce qui est important, c'est la quantité, plutôt que... ce qui est important, c'est la qualité reste importante, mais dans le sens où vraiment, c'est des choses qui ne vont pas être mémorisées, mais l'accumulation de tous ces posts-là vont faire que tu as une brand authority qui s'est créée, tu vois. Et du coup...
vraiment, même si ça devient du consultanat en opération, parce que l'idée, c'est de faire un powerhouse de production. En une journée, tu as fait peut-être assez de photos pour une ligne éditoriale d'1 an sur un seul lieu de tournage. Et ça, c'est des choses vraiment qui, je pense, à maîtriser. Tu vas vraiment te dire... le pain point des podcasts ou des reels, etc., c'est qu'à chaque fois que tu dois lancer une vidéo, faire une production vidéo, tu as tout le setup à faire. Nous, à l'époque, dans la première saison de podcast, à chaque fois qu'on lançait un podcast, on avait 45 minutes de préparation avant, 45 minutes de démontage après. En plus, c'était des podcasts mobiles, donc alors que du coup, ça nous limitait en termes de production. On n'a même pas réussi à tenir le rythme qu'on s'était donné. Ouais. Alors que maintenant, on est assez convaincu qu'on va y arriver parce qu'il n'y a quasiment plus aucune excuse. Et optimiser cet aspect-là, au niveau de l'entreprise, je pense que c'est super important. Enfin, c'est même plus important que le contenu en lui-même, en fait. Parce que si tu as assez de contenu, oui, alors j'y arrive. Parce que moi je suis l'optimisé. Tu vois, genre, je suis le gars qui est en mode process et tout, et je vais entendre les créatifs derrière. Mais, tu vois, genre, si tu viens te focaliser sur chaque post, chaque bio, etc., et tu l'automatises pas, tu vas te perdre et tu vas jamais faire du marketing et tu vas jamais faire de la pénétration réseau. Tu as meilleur temps d'avoir des posts un peu plus bateau, 20% plus bateau, typiquement des posts qui sont générés en prompt, mais qui va garder ta ligne de conduite, mais de quand même tenir ta commu. Enfin, ça, c'est un peu la vie. Et du coup, pour ce faire, bah, tu es obligé de te mettre en mode powerhouse, de mutualiser un petit peu tes ressources. Je suis d'accord, enfin, je te parle de le point de vue créatif, encore une fois, mais c'est vrai que dans le marketing, vu que la création de contenu, c'est vraiment quelque chose de très énergivore pour tout le monde, hein. Autant la partie production de contenu et puis tenir cette cadence qu'on est obligé de tenir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est très, très énergivore, mais c'est pas parce que c'est énergivore qu'il faut juste primer la régularité. Alors bien sûr que c'est ça qui gagne en termes d'algorithme, mais après, c'est pas forcément le meilleur plan sur le long terme en termes de ton audience. Moi, personnellement, je n'oserais pas le conseiller comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut optimiser, ça je suis 100% d'accord avec toi, il faut absolument optimiser ce temps. Et une des manières de le faire, c'est la méthode de batch cooking. Donc, c'est à peu près ce qu'on est en train de faire pour notre podcast. C'est que on va prendre 1 heure, filmer par exemple notre podcast, et après on va on va, si tu veux, séquencer tout le podcast pour créer par exemple des Reels ou des TikTok, etc. Et même plus loin que ça, on pourrait créer même du copywriting à base de ce qui a été dit aujourd'hui dans le podcast. Et ça, c'est la version optimisée de création de contenu de qualité. Donc on va quand même mettre la qualité en première place. On essaye d'avoir du contenu qui est intéressant pour nos auditeurs et puis surtout actionnable, tu vois, de créer de la valeur, entre guillemets, avec ce podcast. Mais après, on va quand même le surutiliser. Donc bien sûr. Mais moi, je vois la progression des réseaux, en tout cas en entreprise, en 2 parties. Tu as le brand awareness, ensuite tu as le brand authority, tu vois. Ouais. En général, faire les deux, tu vas te brûler les ailes. Enfin, ceux qui arrivent à faire les deux, en général, ils ont les moyens, tu vois. Ouais. Alors, ils ont une directeur éditorial, ils ont un CMO, ils ont une prod interne, etc. Mais justement, là, je pense, si on parle de notre audience qui sont en train de bootstrapper une société, j'ai envie de dire, concentrez-vous sur bien optimiser en matière d'opération la création de contenu. Et ensuite, pour faire l'acquisition réseau, et petit à petit transiter sur du contenu aussi de haute qualité. Il y a des méthodologies hybrides qu'on est en train d'appliquer aussi sur un de mes clients. C'est tu as les posts bateaux de remplissage. Genre typiquement, je sais pas, tu es une banque, tu as un post sur... ils ont sponsorisé, je sais pas, une course de bateau, tu as juste une photo du bateau, tu vois. Genre ça, c'est un truc tout bête, mais ça, tu peux le faire 4 fois dans l'année, juste pour rappeler que tu es un sponsor. Et la bio, c'est 3 fois rien, tu vois. Et entre deux, bah, tu optimises avec des contenus. Typiquement, il a peut-être produit 2 podcasts entre deux. Bah, on le segmente en 3 contenus par podcast, à 6 contenus très haute qualité qu'on va mettre une fois tous les 2 mois. Comme ça, tu as un petit peu ce mix des deux pour avoir un réseau qui est un peu plus complet. Mais encore une fois, tu vois, j'ai l'impression que trop perdre du temps et se brûler les ailes sur du scénario, sur est-ce que c'est vraiment le message. Je
je vois trop de monde être bloqué sur du script alors que parce que ça respecte pas forcément la mission, vision, ce genre de choses. Euh, Bah, concentre-toi sur la photo, fais un truc beaucoup plus court, beaucoup plus succinct, tu vois. Euh, Tu vois, dans ce Oui sens-là. et non. Alors, je Ouais. vois où tu veux en venir par là, puis c'est vrai que c'est un bon conseil de ne pas être figé dans la peur, en fait, de ce que tu es en train de diffuser, dans ce que tu disais, d'être hyper critique sur est-ce que ça reflète vraiment le bon message, etc. C'est vrai que c'est complètement inefficace. 100% d'accord avec cette partie-là. Mais après, pour moi, créer du contenu pour juste avoir des sortes de placeholders pour ton entreprise, je trouve ça encore, du coup, une plus grosse perte de temps. Mais tu trouves pas que... C'est juste une question de fausse notoriété. Regardez, on a ça, mais en fait, derrière ça, il n'y a aucune valeur Ouais, alors pour les gens. c'est vrai que de manière OP, je suis dans cette direction-là. Mais de la manière message pur et dur, c'est vrai qu'en plus, on le délègue dans ma position actuelle. Donc, ouais. Parce que, Mais enfin, pourquoi je dis que ces placeholders comme ça, c'est encore une plus grosse perte de temps, c'est parce qu'il y a zéro retour sur investissement de ton temps. Mais genre zéro, zéro. ouais, mais C'est souvent, absolument plat, ça veut rien dire, il n'y a aucune interaction avec on a un public invité. mais souvent, justement, il y a une chose, c'est... Alors, ok, j'ai mélangé un peu les pinceaux. Quand tu es sur de l'acquisition, sur le réseau en lui-même, il faut quand même faire attention au contenu, je suis d'accord avec toi, parce que les gens doivent être engagés avec le contenu que tu fais Oui. pour la rétention. Mais souvent, tu as genre des business qui sont, par exemple, très corporate. Ils ont juste besoin de dire qu'ils sont sur Instagram. Euh, Par exemple, tu vois, genre, souvent, tu as des boîtes qui mettent un logo Instagram sur leur site internet et ça redirige sur un truc où tu n'as même pas de photo de profil. Ouais. T'es en mode, mec, mets au moins 6 photos, quoi. Tu vois. Ça, c'est... Alors dans ce cas-là, je suis Voilà. d'accord, mais après, encore une fois, tout le but du marketing, c'est de leader ton client sur une action. Donc, s'il n'y a pas d'action, pourquoi avoir une page Instagram tout court? Ouais, Ça, c'est mon point de vue. Après, peut-être que dans le monde corporate, effectivement, on s'en fiche un peu du marketing en général, mais ce serait dormir aussi sur un outil très puissant, tu vois. Moi, en tout cas, c'est ma vision, je pense. ouais. Alors, je pense que c'est vrai que cas par cas, vraiment, tu vois, en fait, c'est un petit peu souvent quand, en tout cas, les projets Insta que j'ai en corporate, c'est des projets de remplissage au cas où si un jour on fait une campagne Insta pour avoir juste l'ancienneté, tu vois. Ok. Dans le sens où on prévoit par exemple une campagne dans 6 mois où on fera peut-être un concours pour gagner de l'acquisition sur des gros réseaux. Mhm. Ils nous font un Insta, mais on veut pas un Insta où les 6 derniers posts datent de la semaine dernière. On veut un Insta qui a un petit peu de longévité et du coup c'est quasiment que du remplissage en fait. Alors c'est vrai, je suis assez biaisé par du corporate qui est pas en contact direct avec l'audience via les réseaux. Euh, mais faut pas surestimer la ligne éditoriale, dans le sens où peut-être que tu as meilleur temps d'être spontané et de mutualiser vraiment une journée de tournage ou ce genre de choses, et d'avoir le juste entre deux. Tu vois? Je pense qu'encore une fois, ça dépend Ouais, ça dépend, de ouais. ton point de vue, de vraiment Mais c'est vrai, c'est moi j'ai des trucs la qui fonctionnent vision. pour moi et le marketing, tu vois, c'est assez. Des fois, tu as des trucs où tu penses pas et ça fonctionne super bien et ça éclate. Donc, bref. Bah, il y a beaucoup de gens qui dorment sur la création de contenu, puis je peux comprendre parce que c'est un réel investissement, encore une fois, et en termes d'argent, tu vois, et en termes d'énergie. Donc, bien sûr que je peux comprendre que dans le monde corporate, c'est pas là où tu vas mettre la priorité de ton énergie. Ah, tu sais, C'est logique, à quelque part. juste pour terminer sur ça et sur le marketing, c'est un peu un couteau à double tranchant. C'est qu'il faut quand même un certain nombre de moyens pour faire du vrai marketing avec de la possibilité du contenu, etc., d'avoir une tête pensante. Mais en même temps, tu es souvent dans ce cas où tu n'as pas vraiment besoin du marketing tant que tu n'es pas en difficulté. Tu vois? Ouais, c'est vrai que c'est un peu le cliché. Ouais. C'est vrai que souvent, les gens, quand ils viennent parler branding et en général marketing et création de contenu, c'est que ils sont dans le rouge déjà. Tu vois. Et donc, il faut faire quelque chose, euh, ouais, il faut actionner des leviers pour que ça change. Mais
aujourd'hui, je trouve, en tout cas dans la création de contenu plus organique et beaucoup plus, on va dire, spontané et authentique, euh, alors il faut faire encore une fois, je pense que c'est vraiment cas par cas, il faut faire attention à l'image qu'il faut refléter, mais il y a quelque chose de plus profond que juste des héroïs qui se créent avec ton public, tu vois. Ouais. Et puis je trouve que c'est dommage qu'il y a plein de boîtes, même très corporate, qui l'utilisent pas du tout, tu vois, qui créent pas de vrais liens avec leur audience parce qu'ils sont souvent pas dans le besoin de le faire. Après, tu as beaucoup de boîtes où on n'est même pas sur du marketing, tu vois, il manque du branding. En fait, Ouais. je pense, la partie que je dis où il faut faire du remplissage réseaux sociaux, c'est plus du branding que du marketing. Quand on parle de marketing, c'est vraiment... Ouais, c'est plus tu vois, l'image de la marque. ouais, Oui. c'est avoir une image cohérente un peu partout. Ouais, Ouais. c'est un petit peu ça. Et ouais, du coup, c'est moi qui ai un peu mélangé les deux. Marketing, c'est vraiment un peu dans l'acquisition, dans parler avec ta communauté ou ce genre de choses, ou même créer une communauté. Branding, c'est vraiment en mode le mec qui doit reconnaître ce que je fais, peu importe où je suis, tu vois. Bah, oui, c'est une question d'impression que tu donnes. Ouais. Ouais. Du coup, je pense que c'est plutôt ça. Est-ce que, vu qu'on est déjà, on va dire, échauffé sur la thématique de création de contenu, marketing et tutti quanti, on parlerait d'un sujet, en tout cas, que moi j'aime beaucoup, qui est de la segmentation client. C'est un outil marketing qui est utilisé sous plein de formes différentes, mais qui va au-delà que juste du marketing. Euh, on va dire qui nous aide surtout à personnaliser des offres et puis du coup à obtenir une meilleure satisfaction et expérience client. Est-ce que toi, tu utilises la segmentation de clients dans tes business? On en a parlé off-cam, oui, mais pas de la manière dont tu penses et pas de la bonne manière, je pense. Pourquoi? Dans le sens où moi, j'ai un tunnel de clients, Mhm. si tu veux, très spécifique, des clients où je suis OK, je vais me concentrer dessus, etc. C'est tout. Tous les autres clients qui sont en dehors de l'éventail, je suis en mode, trouver quelqu'un d'autre. Ok. Tu vois, je personnalise pas. Après, le truc, c'est que là où j'évolue maintenant, les gens, ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a ça, tu vois. Et parce qu'ils ont besoin plus d'être guidés dans leur démarche que d'avoir un service pur et dur. Ce qui fait que ils viennent et ils ont besoin qu'on leur pose des problématiques et des solutions. Et du coup, c'est des clients très spécifiques qui sont soit dans des stades précis de leur entreprise, soit en difficulté, soit en création, soit en expansion, tu vois. Et c'est des clients qui sont de toute façon des high profile et qui sont prêts à quasiment déléguer l'entièreté, par exemple, d'une branche de société. Donc, Mhm. toute la branche opérationnelle pourrait être déléguée. Et du coup, j'ai des clients très spécifiques. Et tous les autres clients qui viennent me demander des microservices dedans, ils sont refusés parce que on se concentre Ok. sur du high profile. Tu vois, si on parlerait en termes de segmentation de clients, ton tunnel dont tu parles, dans la segmentation de clients, ce serait un segment. Et Oui. du coup, toi, tu as déjà ton process qui est défini pour ce genre de clients qui sont quand même typés d'une manière ou d'une autre. Je pense que dans ton cas, c'est plutôt à quel point ils sont prêts à investir. Et souvent, ils sont très prêts, en tout cas, à être convertis. Mais tu pourrais très bien aussi avoir un deuxième segment, on va dire, de microservices. Tu vois, Oui, dis-moi. Tu vois, là, on parlait avant d'un nouveau projet de restauration. C'est une panel de clients que je connais pas du tout. Je suis Mhm. totalement perdu et ça me fait super peur. Alors que, tu vois, genre, c'est toi et moi qui, le genre de clients de cette entreprise-là. euh, et j'ai aucune idée de comment ça va fonctionner, tu vois. Alors que quand tu as une entreprise qui vient, je me dis, ouais, pas de souci, on peut optimiser tout le process, on fait ça. Ça, Tu d'ailleurs, vois. c'est un côté impressionnant de ta personnalité, c'est que tu n'as absolument pas peur on va dire, de challenges qui sont quand même assez importants et puis qui feraient peur plus ou moins à tout le monde. Alors toi, par contre, tu te sens très confiant et puis tu n'es Mais, pas du tout dans la peur, mais pour des business plans très simples, très mais humains, tu as beaucoup de peine, j'ai l'impression. quand tu as une entreprise qui a déjà plus ou moins c'est que des règles, tu fais que suivre les Ouais, règles et souvent les gens ils se rendent pas compte, mais de l'opérationnel c'est que concept genre de règles. A et B. Tu vois, par contre, convertir à quelqu'un qui va venir dans ton café, ton restaurant, ton tea room, etc., c'est émotionnel. Du coup, tu vois, genre, c'est un truc que tu peux pas maîtriser. Et c'est cette maîtrise-là de l'information, de l'acquisition qui fait peur. Enfin, de mon point de vue, tu vois. C'est-à-dire que si tu vois, genre, j'arriverais à me dire,
Ouais, si c'est un endroit qui est pas de la bonne couleur, qui a pas la bonne musique, etc., tu as un client qui viendrait pas. Alors que si tu sur une entreprise, peu importe l'entreprise, tu pourras trouver un problème, une problématique qu'ils doivent affronter et trouver une solution à cette problématique. Et c'est vraiment, tu vois, genre if else, tu vois, c'est pas et c'est poser ce if else sur une très grande échelle qui fait pas peur parce que tu connais le dénouement de ce qui va se passer. Alors que si tu lances une marque et toute ton acquisition dépend de est-ce que tu arrives à véhiculer le bon message à cette personne-là, et c'est hyper flippant parce que tu peux jamais savoir tant que t'es pas en phase de ta masse de clients, tu vois. Oui, mais bah, c'est peut-être un peu tricky ce que je veux dire, mais euh, pour toi, c'est, on va dire, en plus grande scale, tu as un if et puis après tu as la solution de comment le réaliser, si ça, je fais ça, etc. Mais en termes d'émotionnel, c'est un peu le même délire. C'est juste que, on va dire, c'est vrai que c'est un peu moins manipulable dans ce sens-là, mais c'est quand même possible de le faire. Alors, j'aime pas le dire parce que du coup, après, tu as l'image de oui, le marketing, ça influence les émotions des gens, mais c'est vrai. Bah, c'est le but. Oui, c'est le but. Bah, Mais du coup, oui, en termes de branding, on va complètement influencer par la psychologie de la couleur, une ambiance, mais etc. Mais je vois pas pourquoi c'est plus difficile de faire qu'une grande entreprise, une grande- de une- ton point de vue. quand tu es face à une masse de décisionnaires, par exemple, en général, la décision, elle est très rationnelle. Parce que les émotions s'annulent, tu vois, par rapport à... Tu as 5 personnes qui décident, en général, c'est la solution la plus logique qui va en sortir. Oui. Quand c'est individuel, c'est toujours bah, l'émotion, le Les goûts. contexte, les goûts, ouais, voilà. Et du coup, tu vois, moi, choper un client qui a un board de 10 personnes, j'ai absolument pas peur, tu vois, genre le pitch, on peut l'adapter à n'importe qui, ou un investisseur, ou peu importe. Par contre, là, euh, bah, avec l'une des sociétés dans lesquelles on investit, et ils doivent démarcher des restaurants avec une offre, de mon point de vue, logiquement, qui est totalement imbattable. Pourtant, ça convertit pas. Pourtant, tu as le pied dans la porte, tu vois, genre sur le papier, tu as tous les tics qui cochent. Et c'est uniquement parce que si je dois mettre une raison à ça, c'est parce que c'est la haute saison, les gens sont occupés, machin, ils ont déjà leurs chiffres, etc. Mais en vrai, c'est juste, je pense, tu vois, genre, ils s'en foutent. Et j'arrive pas à me dire, ok, tu as un truc qui va vraiment te faire un x2 sur ton chiffre d'affaires pour un prix dérisoire qui est genre 300 à 1000 balles par mois. Et tu te dis pas, ouais, c'est un bon truc, tu vois. Alors qu'une entreprise, tu viens avec un truc qui est rationnellement parfait, bah, ils sont obligés de convertir. C'est ça qui fait peur. Et si tu ramènes ça sur le côté humain, si toi, là c'est mon premier business où vraiment les gens que tu as en face, c'est pas des organismes, Mhm. c'est des gens. Ouais. Et du coup, c'est vraiment chaque personne, c'est ses goûts, ses couleurs, etc. Et ça, c'est ça qui me fait peur. Tu Et vois, d'où la segmentation de clients. Et Ouais, non, certes, je vais certes. revenir à mon thème, mais justement, la connaissance de l'humain, surtout dans les métiers créatifs, genre, j'ai envie de dire, avant de connaître la psychologie de la couleur, etc., je conseillerais même aux gens d'avoir une énorme intelligence émotionnelle et de connaître vraiment tous les comportements humains possibles, enfin le plus en tout cas, une large palette de comportements humains différents, parce que c'est ça qui va t'aider justement à, par exemple, créer un max de segments et du coup euh, communiquer ou proposer des offres qui vont à chaque fois correspondre à un de ces segments. Je sais pas si j'ai été clair quand j'ai expliqué. Ouais, ouais, mais je comprends. Mais c'est ça le truc, c'est que, par exemple, Pour toi, c'est infini je un peu. pourrais pas faire ton métier Ok. parce que je suis trop face à l'humain et au goût de l'humain, tu vois. Ok. C'est trop impossible. Même si ton logo, par exemple, si je dois pomper un logo à quelqu'un, je suis sûr que j'arriverai à faire un logo qui va respecter tous les codes qui est possible et imaginable, tu vois, genre espace termes de- oui. négatif, lisibilité, tout ce que tu veux. Mais le mec, il est capable de me dire, ouais, j'aime pas, Mhm. tu vois. Et ça, c'est un truc, en tout cas, de mon point de vue, ça fait peur, tu vois, genre, enfin, Le manque de contrôle dans ce genre de le manque de situation. contrôle dans ce genre de situation. Alors Ouais. que tu vois, genre, quand tu es devant un panel ou justement un groupe de décisionnaires, c'est une défense. Et du moment où tu arrives à le défendre, ton sujet ou ta problématique ou peu importe, tu vois, genre la solution que tu apportes, bah, les gens ils convertissent parce que c'est logique, c'est logiquement logique derrière.
Mais tu vois, par exemple, dans l'optique de restauration, Ouais. c'est aussi une solution que tu offres, mais à chaque fois une solution personnalisée et un peu différente suivant le segment. C'est juste que c'est à une... Moi, j'ai l'impression qu'en fait, dans ton cas, c'est à une échelle tellement simple que du coup, tu le compliques, tu vois. C'est Peut-être tellement que je une cherche. transaction humaine Ouais. basique, tu vois. En général, la vente, moi, je dis, il y a rien de plus humain, tu vois. Donc, plus tu vends quelque chose on va dire, d'élémentaire dans ta vie, donc quelque chose qu'on mange, quelque chose qu'on boit, euh, ça va au-delà de juste... Ouais, mais même en dehors de la restauration, tu vois, Ouais. je pense que mon expérience en face d'un client individuel ou en prospect individuel, elle est peut-être 70% mauvaise. Alors que mon expérience en face en organisme, elle est 90% bonne, tu vois. Mhm. Alors, Mais tu arriverais à décortiquer d'où ça vient? bah oui, parce que alors, Enfin, si c'est pas... non, mais bien sûr, tu vois, par exemple, vraiment, mon tout premier client, moi en tant que freelance, c'était un magasin qui faisait des recharges pour les imprimantes. Je lui ai fait un site internet, etc. Je me suis dit, ouais, un site internet, même à l'époque, tu vois, genre, ça me prend une semaine à coder, ça va bien, il veut des trucs assez spécifiques, ça va aller. Le projet, il a duré 6 mois, tu vois, parce qu'à chaque fois, il itère, etc. Et même si tu lui dis, ouais, t'as 6 itérations sur ce que je te propose, il fait, ouais, mais c'est pas du tout ce que j'envisageais. Et en fait, on avait juste des goûts et des couleurs différents. Même si moi, j'ai appris ça théoriquement sur ce qui se fait dans les best practices, tu vois, genre du graphisme de l'époque, ce qui est vraiment très moche par rapport à maintenant d'ailleurs, hein. Euh, le gars, il y arrive pas. Et là, je suis là. Après, tu as des projets où vraiment, j'ai fait des sites qui sont sur le papier et sur sondage magnifiques par rapport à l'époque, tu vois, le contexte de l'époque. Et pourtant, le gars, il aime pas et il va un truc qui est, entre guillemets, dégueulasse. Et moi, j'arrive pas, tu vois, genre à me dire que c'est possible. Alors aujourd'hui, j'arrive maintenant à avoir des clients individuels en disant, si vous travaillez avec moi, j'ai le dernier mot parce que je vais vraiment donner des choses où j'y crois vraiment et t'argumentes la chose comme ça. Ouais. En fait, même ça, ça justifie ton high ticket. Tu vois, ils disent, ah, c'est vraiment l'expert. Moi, je me mets en position un petit peu inférieure et du coup, je lui fais entièrement confiance. Mais au départ, c'est hyper dur. Et quand j'arrive dans un nouveau secteur, genre la restauration, bah, tu vois, genre, j'ai encore un petit peu du mal à capter comment tu arrives à cadrer les choses. Et pour revenir à l'organisme, c'est très facile à cadrer les choses parce que, entre guillemets, tu vois, genre, si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, bah, tu te retournes avec quelqu'un d'autre. Mais en vrai, si tu as vraiment quelque chose qui est standard d'industrie, si c'est devenu un standard d'industrie, c'est que ça plaît à la masse. Et quand ça plaît à la masse, tu vois, même si on est humain, même si tu es quelqu'un qui est un petit peu en dehors des codes, bah, tu as 5 personnes devant toi, ça va average à la masse. Ouais, je pense que tu touches le point le plus important de cette discussion, c'est qu'en gros, pourquoi tu trouves que c'est plus facile un organisme, c'est parce que c'est standardisé. Tandis que la gestion de clients, c'est très difficile en tout cas à cadrer jusqu'à un standard. On peut créer encore une fois des segments, mais même dans ces segments, on pourrait recréer des segments et puis c'est un peu infini. Ça, c'est... Ouais, voilà, c'est un fractal, tu vois. Ouais, Et mais donc, c'est vraiment, et c'est pour ça que je pense que j'ai 60% de malchance avec des clients individuels, c'est que bah, tu as vraiment une chance sur deux de tomber sur un bon client, tu vois. Mais je Et, pense que... Oui, pardon. et vraiment, aujourd'hui, j'ai quelques clients individuels en consulting, et c'est vraiment la base, c'est si vous me prenez, je décide, et je vous rends le rapport. Et le rapport, il est fait tel quel, tu vois, c'est vraiment, ils n'ont pas le choix. Si j'étais dans un métier typiquement créatif, où ils peuvent itérer, etc., j'y C'est arriverais dans des beaucoup moins. problèmes. Voilà. Tu vois, même par exemple, le logo que tu as fait, enfin, c'est toi qui réalises la charte graphique du restaurant, tu vois. Et même ça, j'ai fait un sondage à 10 personnes, je les prends pas en Ouais. compte, mais tu vois, genre, je les repligne pas parce que c'est mon goût qui va primer par rapport à eux, mais Mhm. c'est 50-50. Ouais. T'as 50 qui disent, ah ouais, j'adore, t'as 50 qui disent, ouais, c'est pas du tout ce que je m'imagine du truc, et je suis en mode, je fais comment pour savoir maintenant, tu vois. Bah, parce que si tu veux, en termes d'identité, on va dire la grosse problématique de l'image de marque, c'est la conscience collective. C'est qu'il y a forcément des images qu'on a créées comme ça dans la conscience collective. Et du coup, des fois, à force de sortir un peu, enfin, de casser des codes, il y a ceux qui suivent, qui comprennent le délire, et il y a ceux qui vont forcément se dire, ah non, moi, par exemple,
pour ce projet de restauration, je m'attendrais à telle et telle esthétique, et du coup, qui sont bloqués sur cette image-là. Mais après, il faut savoir qu'en pratique, d'ailleurs, on pourrait faire un épisode qui parle justement sur la gestion de clients. Ça peut être un épisode intéressant, mais aussi dans les phases de développement d'une image. Parce que là, on est encore dans une phase où ça reste friends and family et puis certains collègues, mais c'est souvent une grande barrière, en tout cas dans la création d'images de marque, parce que voilà, tu as cette conscience collective, tu essaies de créer quelque chose de différent, et en fait, tu dois créer quelque chose de très disruptive, tu vois, dans le sens où tu vas casser des codes. Mais dans tous les cas, tu vas pas perdre, tu vois, genre, enfin, jusqu'à ce que les gens assimilent que c'est ça qu'il faut. Voilà. Mais c'est ça. Et ça, c'est un peu le gap ultra flippant pour tout le monde. Hein. Mais c'est super tricky, tu vois. Mais c'est très contrôlable, tu vois. Non, c'est incontrôlable. Si, souvent, quand tu as ce genre de réaction, alors il faut pas être complètement à l'ouest, mais les gens vont avoir tendance à graviter vers quelque chose de différent, même si c'est moche. Ça, c'est une psychologie humaine très bizarre. Mais même si tu as un truc ultra moche, mais par contre, ça sort du lot, c'est différent, les gens vont avoir une attention portée sur ça, et c'est inexplicable. Pourtant, c'est moche, tu vois. Mais tu vois, justement, c'est inexplicable. Et c'est ça qui me fait peur dans les métiers créatifs. C'est vraiment... Ce genre de comportement. Non, vraiment. Quand t'es face vraiment à l'humain et t'as des comportements inexplicables, même face à l'IA où t'as des hallucinations, c'est un peu l'équivalent en machine, tu vois. Tu peux pas... c'est très difficile de se dire, ok, et surtout, dans les 60% de clients, tu as peut-être 10% de clients où ça s'est vraiment mal passé. Et souvent, quand ça se passe vraiment mal, il y a un truc qui arrive, c'est que tu as beau faire n'importe quelle itération dans toutes les directions d'éventail possibles, en fait, le gars, il a plus confiance en toi, et tout ce que tu fais, c'est de la merde. Et je suis en mode, tu veux que je fasse quoi, tu vois? Ouais. Et c'est ça, en fait, qui est hyper frustrant. Alors, de nouveau, dans un métier de consulting, d'opérationnel ou même d'investissement, etc., c'est vraiment très A plus B est égal à C, tu vois. Donc, c'est très facile à défendre une théorie. Un rapport, une théorie, pourquoi est-ce qu'on fait ci, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et c'est rassurant, en tout cas, de mon point de vue. Et tu vois, genre, c'est comme, pour revenir sur le branding, tu vois, il y a le swoosh Nike. T'as ceux qui adorent et ceux qui adorent pas, mais tout le monde dit ouais, c'est un logo d'une grosse boîte, ça a été hyper recherché et tout. Et personne connaît vraiment l'histoire du swoosh. Et quand tu connais l'histoire du swoosh, tu te dis en fait, au final, dans le métier créatif, j'ai l'impression maintenant, il faut surtout, en tout cas, pour les derniers clients dans le contexte créatif que j'ai, je suis en mode je vais surtout faire un truc qui leur plaît à eux et j'oublie un petit peu les standards d'industrie, tu vois. Alors, c'est toujours la question, est-ce que tu crées quelque chose alors pour moi la corporate c'est clairement ça, tu crées quelque chose qui va plaire et puis surtout qui va déranger personne, c'est très important dans la corporate, et puis standard, et puis pas de surplus, c'est très simple. Mais je trouve que dans n'importe quelle industrie, même dans la corporate, tu as quand même place à les sortes de licornes en termes de branding. Ouais, non, je suis d'accord, tu vois. Et puis c'est un peu... je suis pas formé pour ça, tu vois. Okay. C'est ça que c'est juste ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde de la consommation, si tu crées pas ces licornes, c'est que tu fais déjà rien d'assez intéressant pour créer justement quelque chose de viral, quelque chose que tu pourras scale très, très rapidement. C'est parce que tu as choisi un peu le côté safe. Et le côté, ça risque du coup de peut-être pas durer super longtemps. Au bout d'un moment, il faudra... ça, encore une fois, ça c'est mon approche. Elle est très probablement fausse parce que je suis pas, tu vois, genre dans les métiers créatifs. Moi, je dis pas qu'elle est fausse. C'est juste que du coup, c'est des convictions que tu dois défendre ou pas. Oui, tu vois, moi, mon point de vue, c'est si tu veux créer une différence dans ce monde, c'est pas en faisant des trucs ultra safe que tu vas avoir une vie intéressante. Après, si je veux créer des différences dans le monde, je le fais pour l'une des entreprises que je dirige. J'ai pas une boîte qui m'a mandaté, tu vois. C'est un peu ça l'idée aussi. C'est pour ça d'ailleurs, la plupart du temps, tout ce qui est hyper créatif, je suis en mode carte blanche. Moi,
Je me penche pas dessus parce que, tu vois. Et, euh, et ouais, mais je pense vraiment, pour ta segmentation de clients, bah, moi, j'ai un petit peu cette chance de pas avoir à devoir avoir un éventail complexe de profils de clients. J'ai des clients qui sont très institutionnels, entre guillemets, tu vois. Et du coup, c'est plus facile, quoi. Mais je pense pas que tu as que t'as pas une large éventail. Je pense que toi, tu as fait un choix conscient de te concentrer que sur un segment. C'est justement où je voulais en venir tout à l'heure. C'est que toi, tu as choisi le segment des clients prêts à convertir et tu mets toutes tes stratégies et ton énergie sur... Mais par exemple, si tu aurais... pardon, le si n'aime pas les rêves. Ouais, voilà. Je suis pas francophone native, donc c'est pour bien ça pour un que ça podcast m'arrive. français. Voilà la petite règle. Euh, Du coup, maintenant, il faut que je me concentre pour pas refaire la même erreur. Mais disons, tu as un collègue en plus. Je vais pas utiliser le si comme c'est plus safe. Tu as un collègue en plus et lui, il va se focus sur l'autre segment des clients qui a une réelle demande, dans ton cas, de microservices. Et avec eux, tu vas justement adapter tes offres, adapter tout ton tunnel en fait de vente. Et puis, c'est une des choses qui va te permettre justement d'obtenir plus de clients, bêtement, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, après moi, j'ai un peu cette mentalité d'entreprise quand tu as la possibilité de choisir tes clients, tu C'est vois. vrai que c'est une super bonne position à avoir Et dans ton entreprise. du coup, tu prends juste ces clients qui sont prêts à payer, qui sont prêts à aller dans le sens où toi, tu es prêt à aller, où ils vont accepter le travail que tu dis sur la base de ton point de vue, tu vois, et qui sont prêts à mettre un high ticket dessus, bah, t'en fous un petit peu des petits clients. Enfin, tu vois, Je suis moi, d'accord avec toi, mais tu es d'accord qu'un client, c'est un client aussi. Donc, quand tu parles de grandes entreprises, on va quelque part bon, après, faire attention à tu fais chaque ta segment. pyramide, ouais, bien sûr. Mais tu vois, juste pour rebondir là-dessus, juste les types de clients, Mhm. souvent, les clients qui posent un gros ticket, c'est les clients les moins compliqués. Oui, ça c'est sûr, à 100%. Et Je confirme la règle. c'est un truc de fou. Maintenant, je fais exprès mes factures. Je dis souvent, tu sais, j'ai dit à notre ami en commun et tout, ouais, mon taux honoraire, c'est 1200 francs de l'heure. Je dis ça à tout le monde, tu vois. En vrai, c'est juste que je facture 1200 francs et ça me prend 2 heures, 3 heures à travailler dessus, tu vois. Mhm. Mais en faisant ça, j'ai vraiment filtré tous mes clients. Qui sont chiants. Ouais, plus ou moins, tu vois. Non, mais t'as raison. Et là, on est en train de travailler sur un nouveau concept de fitness, un fitness premium en Suisse aussi, donc, juste pour pas mettre tous les œufs dans le même panier, tu vois. Et bah, on expliquait le fitness. Donc, en gros, on co-investit dans des nouvelles salles avec un brand qui est déjà implémenté dans l'industrie. En fait, c'est un brand premium. Et en fait, leur fitness, tu y vas, elle n'est pas foncièrement mieux qu'un non-stop, par exemple. Un non-stop, c'est le Basic Fit suisse, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et les douches, c'est pas fermé, tu vois. Moi, je vais dans un non-stop, j'ai des douches qui n'ont pas de rideau, je vais péter un câble devant le manager. T'es là-bas, t'as personne qui s'est plaint depuis l'ouverture, tu vois. C'est juste, ils ont payé C'est la 3 fois mentalité plus. des clients, ouais, Ouais, effectivement. non, mais voilà. Et ça, c'est la preuve. Enfin, moi, ça m'a fait un déclic dans le vraiment, t'as meilleur temps d'avoir un client au lieu de 3, mais qui te paye 3 fois plus que les 3 clients réunis. Que un, Je tu suis vois. d'accord avec toi, mais encore une fois, c'est une méthodologie ultra smart. Mais si tu as une demande déjà de 3 types de clients différents, c'est juste que tu peux les avoir les 3. Tu vas mettre un ordre de priorité peut-être sur les high tickets, mais pourquoi négliger les autres si ils sont prêts aussi à convertir? Mais c'est juste que tu dois adapter une offre différente pour eux. Ouais. Enfin, moi, c'est un peu ce que je voulais expliquer dans le principe de segmentation, parce que ça te permet non seulement de personnaliser une offre, mais aussi plus loin. Tu ferais, toi, une charte graphique pour 500 balles? Bah, c'est drôle que tu en parles parce que j'étais en train de penser à... Alors, pour 500 balles, non, Ouais. parce que d'office, ça vaut plus. Mais par exemple, si quelqu'un a besoin d'une charte graphique très rapidement et n'a pas forcément envie de passer tout le processus de branding que tu dois passer normalement si tu passes avec moi, pourquoi pas? Pourquoi pas faire une offre Ah, mais tu sais, justement moi, je fais. où ça coûte peut-être moins cher, mais bêtement parce qu'il n'y aura pas Bah non, le full process. je suis totalement pas d'accord avec toi. Pardon. Ouais, euh, mais t'as le droit. ouais, je sais, c'est le but du podcast. Euh,
Non, si t'as quelqu'un qui est prêt à pas faire toutes les étapes et à faire tout en hyper urgence, tu le factures 3 fois plus. Oui, mais pour moi, si je le facture 3 fois plus, c'est que je veux garder la même qualité. Et il y a Pas la aussi- même qualité, c'est ça le truc. Je suis pas sûre. Moi, je suis pas convaincue. Pas- En tout cas, en termes d'identité visuelle, pour moi, en 2 jours, je peux te faire une charte graphique, mais en termes d'implémentation de cette charte graphique, Pardon. je peux pas garantir la même qualité si on a fait le processus en 2 jours que si on l'a fait en 3 semaines. Alors, admettons plutôt, on va juste tweak un paramètre, c'est que ce que tu rends, c'est toujours la même qualité. Moi, je pense dans une entreprise, c'est important d'avoir cette. Ça ne peut pas être de la même qualité si on n'a pas passé tout le processus. End. Mais non, mais si, bien sûr que si. Pour moi, alors encore une fois, je suis pas dans le créatif. On peut pas faire de la recherche en 2 jours. Tandis qu'en 3 semaines, si, on peut rechercher certaines choses. You know what I mean? Bon, peut-être que c'est l'exemple de par la exemple, charte graphique. t'as un j'en sais rien. un architecte qui te fait deux architectes qui font exactement les mêmes maisons. T'en as un qui le fait en une semaine, un qui le fait en un mois. Celui qui fait en une semaine, il est payé 3 fois plus. Si après toi, ta perfection de la création, certes, t'as la vision qu'elle est moins qualitative qu'un brand que tu aurais créé en 3 semaines. Mais pour le Je client, vais t'expliquer sur ton exemple là, des maisons. ouais. Non mais attends, laisse-moi finir. Ouais, mon ok. truc. Et pour le client qui a attendu un mois pour l'achat graphique ou le client qui a attendu un jour, la valeur perçue de ces deux chartes, la qualité perçue de ces deux chartes sont les mêmes. Parce qu'au final, Perçu. oui, mais La perception est une chose. oui, mais le truc c'est que si toi, à force d'être capable de faire des chartes graphiques en respectant les codes marché, les codes industriels, les codes d'industrie, par exemple, je pense que 70% des agences créatives ne rendent pas genre un dossier avec tous les logos exportés PNG, tu vois, par exemple. Avec en plus un dossier avec tous les vecteurs. Si tu fais ça, standard sur tous tes clients, tu es déjà plus fort que 70% des agences créatives. Juste pour exporter tes logos. Oui, parce que si tu ne sais pas utiliser les outils, en général, c'est assez chronophage de le faire, tu vois, tu dois emporter tout. Enfin, bref, bon, sur 7 agences sur 10 sur lesquelles j'ai pu travailler pour mes anciens business, ils donnent pas le truc, sauf si, tu vois, genre, tu leur payes genre 600 francs de plus pour l'export. L'exportation de Ouais. fichiers. Alors ça, c'est grave. Et non, mais c'est un exemple. Ok. Tu vois, mais c'est bien que j'ai ça. C'est que si toi, Andrea, atypique, viens vers moi, me dit, je vous fournis la même charte graphique, le même travail, sauf que vous avez besoin de rien faire, c'est hands-off, vous avez tout, voire plus, qualitativement parlant, j'ai eu plus de qualité de ta part que celui qui m'a fait ça en un mois. Et donc, Je suis d'accord qu'en termes- peu importe si toi, tu penses que la qualité que tu délivres en un jour est moins bonne que celle que tu délivres en une semaine, au moment où le client perçoit la même qualité, bah, ils doivent être facturés plus pour l'urgence. Mais Tu la payes plus. question, c'est... Alors, si tu vends de l'urgence, ok. Et effectivement, alors là... Non, en termes tu vends de l'efficacité, c'est pas pareil. Je suis pas d'accord parce que regarde, même si on reprend l'exemple des 2 maisons, alors c'est le constant débat ici à l'incubateur, mais par exemple, on construit 2 maisons. Il y en a un, il arrive à le faire en 2 jours, mais après, si tu regardes dans le temps, quelle maison va durer plus longtemps? Bah, je pense celle qui a été construite on va dire plus lentement. Pourquoi? Parce qu'il y a certains matériaux, ils ont besoin de sécher tel et tel. Oui, mais par exemple, You know what I mean? c'est ça le truc, c'est que Et peut-être imagine- que celle-là, construite en 2 jours, alors effectivement, elle est construite en 2 jours, cool, tu peux emménager en une semaine. Mais par contre, au bout de 5 ans, là, ça commence à fissurer. Là, il y a un truc chelou qui se D'accord. passe. Mais ça, Ouais, s'il y a une C'est pour différence. ça que je dis que c'est pas la même qualité, c'est sûr. Oui, mais s'il y a une différence qualitative entre les deux, tu as des choses qui sont incompressibles. Le béton, il a du temps pour sécher, tu vois. Il y a des choses qui sont incompressibles. Mais par exemple, l'une des raisons pourquoi on me paye des honoraires aussi hauts, c'est aussi parce que je suis extrêmement efficace. Tu vois, ça veut dire que si tu vas voir KPMG et tu leur demandes une stratégie de pénétration de marché pour une nouvelle marque cosmétique, ils vont peut-être prendre 2 mois à le faire. Moi, je vais faire une stratégie qui va fonctionner tout autant parce que le KPI, c'est combien j'ai vendu au bout d'un mois. Si ils sont les deux atteints, bah, c'est forcément celui qui fait Mais ça de manière attention, efficace. encore une tu vois. fois, après, je sais pas, c'est peut-être l'expérience dans le domaine qui parle, mais bien sûr que tu peux créer un effet d'efficacité. J'ai vendu en un mois de temps. Mais quand on parle de durée d'une marque, bien sûr qu'on veut que ça dure plus longtemps que juste le début. Ouais, mais Ouais. ça, c'est toi qui penses ça en tant que créatif. Les directeurs, ils veulent une marque. Bah alors, ils comprennent rien, les directeurs. Tu vois ce que je veux dire? Bah, oui, mais c'est souvent le cas. C'est pour Ok. ça.
S'il comprenait, il serait pas directeur opérationnel, tu vois, il serait CMO. Ouais, chef marketing. Mais je vais te donner un exemple très concret. C'est bien le regard au niveau que tu rappelles durant l'épisode. Non, mais vraiment. Je vais te donner un exemple très concret. Un jour, j'ai fait faire un logo par des freelancers, tu vois. C'est le logo script d'ailleurs. Et en gros, on avait deux choix. T'as un gars qui peut-être facturait moins, mais tu avais vraiment un suivi personnalisé. Il venait en appel, etc. avec toi. T'as peut-être 5-6 réunions où il te dit, il va t'orienter, etc. Tu as des séances de brainstorm. Au final, j'ai payé plus un mec qui faisait un questionnaire vidéo parce que c'était efficace. Parce que en gros, ouais, tu veux quel type de logo, un logotype, une icône, un logo combiné. Tu veux quelle couleur, chaleureux, froid, etc. En vrai, tu vois, ces questionnements-là, c'est un peu standard partout parce que tu arrives sur des. Moi, ça m'a pris une soirée à répondre au même nombre de questions que ça m'aurait pris 4 jours, tu vois. Et moi, je valorise ça plus que avoir le mec en face. Parce que du coup, pour toi, encore une fois, on revient à la thématique de tout à l'heure, tu aimes bien les choses standardisées. Tu as de la peine avec les choses trop personnalisées, en fin de compte. Et je pense qu'après, parce que sur les deux côtés du spectre, parce que moi, un directeur, de nouveau, ce qu'on a besoin, c'est pas forcément une marque qui perdure, parce qu'on sait qu'une marque la marque va évoluer, tu vois. Tous les 5 ans, on va update les choses. C'est de toute façon un poste de dépense qui est prévu, par exemple. Je suis pas d'accord parce que, par exemple, si on a parlé plein de fois, cette première impression que tu vas donner en tant que marque, elle compte énormément. Si tu loupes ta première impression, c'est rare que tu vas avoir vraiment une deuxième chance. Et du coup, si tu privilégies à quelque part l'efficacité sur le branding, bah, tu risques aussi de te casser la gueule. L'efficacité perçue par moi, le directeur, par contre, l'expertise branding, elle est dans l'agence. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai pas besoin d'être là à toutes les étapes. Je veux juste être là en te disant ce que je veux. Toi, tu dois travailler en autonomie de ton côté et revenir le plus vite que possible avec moi avec un logo ou une charte graphique qui est faite. En gros, c'est ça mon point de vue de directeur. C'est-à-dire que là, la seule différence entre toi et notre agence, c'est ta rapidité et ton efficacité, tu vois. Dans le sens où si une agence qui sera plus rapide que toi me rend un logo qui est validé par toute mon entreprise, bah alors t'as perdu. Parce que même si ton logo est peut-être 20% plus qualitatif, tu vois. Mais tu connais l'espèce de règle de triangle en mode qualité, temps, et puis c'est quoi le... Prix. Ouais, prix. En gros, tu peux pas avoir... Justement. Tu peux pas avoir les trois. Justement. C'est qualité et le temps. Tu as très peu de temps, une très grande qualité, un prix énorme. C'est ça que je dis. Moi, mon ticket, c'est 1200 francs de l'heure. Je me suis fait avoir dans mon propre exemple, truc, mais tu vois. effectivement, ouais. C'est-à-dire que moi, si je suis prêt à mettre 12 000 francs pour une charte graphique, je la veux la semaine prochaine, elle doit respecter tous les codes graphiques de base. Ok, t'as gagné, c'est bon. Il a gagné. Je sais que j'ai gagné. Bravo. Attention, c'est enregistré. Hein. Non, je rigole, ouais. C'est-à-dire que si j'étais chez Atipi, tu vois, moi je me concentrerais tellement sur les process pour onboarder des clients, tu vois, un petit peu avec d'une manière standardisée, mais que tu restes humain côté humain. Par exemple, je sais les questions exactes que je dois poser tu vois, paragraphant à chaque fois pour être lié avec son truc, pour que j'ai un questionnaire qui est précis, qui s'affine à chaque fois, pour qu'une fois que le graphisme en interne reçoit ça, il est capable de pomper un logo assez rapidement parce qu'il a déjà toutes les informations. Et je pense que alors encore une fois, tu peux me contredire à tout moment là, un graphisme, s'il connaît genre vraiment tu vois, genre les principales informations, les couleurs, le nom, qu'est-ce qu'il veut comme logo, est-ce qu'il veut un flat, quelles sont les utilisations, est-ce que c'est numérique, impression, etc. Il peut déjà pomper genre 3-4 variations de logo, tu vois. Et ça, tu les fais valider. Par contre, tu te dis à ton client, ouais, c'est les 4 variations qu'on a trouvées. Tu défends chacun de ces trucs. Eux, ils vont choisir la variation, ils vont pas tirer dessus. C'est la même philosophie que genre le Coca et le Pepsi, tu vois. Tu vas pas choisir, quand tu as une machine de Pepsi et une machine de Coca à côté, tu vas plus choisir est-ce que je veux une boisson ou pas, tu vas choisir entre le Pepsi et le Coca. Si tu donnes deux options, bah, il a plus le choix de choisir entre les deux, tu dis ok, bah ça c'est votre logo maintenant, tu vois. Alors que si tu présentes qu'un seul logo, après un gros cheminement, il pourra encore itérer plein de fois et là tu perds en efficacité. Et au final, cette efficacité-là, les gens sont prêts vraiment à l'acheter. Si jamais je viens d'avoir une séance de consulting for free par Lionel Pham,
Ouais, bah, c'est le Donc, but. je vais essayer d'être assez intelligente pour l'appliquer parce qu'en fin de compte, je sais que tu as raison. Même si en tant que créatif, ça me fait mal d'entendre. J'entends souvent ça. Ça me fait vraiment mal d'entendre ce genre de discours. Mais d'un autre côté, si je dois garder ma position de CEO d'Atypique, je dois commencer à réfléchir aussi comme ça. Ouais, mais c'est juste une valeur Mais ça perçue. me tu vois. rend dingue. C'est une valeur perçue. Je sais très bien que toi, tu vas te dire, ça m'embête de rendre un travail où j'ai pas été fouillé dans le cerveau du gars que j'ai en face. Tu Bah, vois. quelque part, ouais, je suis pas convaincue de la même qualité, si tu veux. Alors, Mais après, peut-être qu'il faut que je change les mais paramètres de qualité dans ma tête. justement, la qualité, elle est dans toi, elle est pas dans. Tu vois, genre, et Ouais. lui, ce qu'il veut, c'est vraiment. Si il t'a mandaté toi, il a pas fait ça lui-même, c'est justement parce qu'il veut pas prendre du temps à réfléchir sur ce qui est qualitatif ou pas. Ouais. Tu vois, c'est à toi de réfléchir à ça pour lui et de lui proposer ce que toi tu penses être qualitatif. Et tu lui donnes des choix qui sont vraiment un questionnaire, tu le donnes en rendu. Moi, je donne toujours des rendus. Maintenant, site internet, c'est choix 1, choix 2, choix 3. Je lui dis pas, c'est choix 3, mais tu vois, c'est les codes, c'est comme ça. Si tu as un site qui fonctionne, c'est comme ça. En fait, ils ont beaucoup plus ils perçoivent beaucoup plus de valeur de quelqu'un qui les guide vraiment en leur imposant justement une expertise. Tu vois, je te disais au départ, mon portfolio client, c'est les clients où d'entrée, je leur dis, c'est moi qui décide par rapport à vos problématiques. C'est la même chose, tu vois. Ça veut pas dire que je leur donne pas le choix, je leur dis je donne un ou deux choix par rapport à leur goût. Je dis par rapport à votre goût, vous choisissez les deux, mais une fois qu'on a choisi cette voie-là, c'est la voie qui est actée et ils y vont. Et ça, ils perçoivent tellement de valeur parce que c'est hyper efficace. C'est-à-dire qu'eux, ils se déchargent totalement de chercher la qualité dans leur brand ou dans leur création de site internet ou peu importe, tu vois. Et ils ont confiance en la personne qu'ils ont en face pour garder ces facteurs de qualité. Et une fois que tu arrives à ce niveau-là tu vois, genre de relation client, l'unique différence entre toi et une autre agence qui est capable de faire la même chose, c'est le temps qu'il te prend pour faire le rendu, tu vois. Non, franchement, enfin, t'approuves ton concept à 100%. Mais je pense que ce serait intéressant, par exemple, de choisir comme thématique pour l'épisode prochain, justement cette gestion de client, mais de commencer un peu depuis les débuts. Parce que là, ce que tu as dit, quand même, on est d'accord que la théorie, elle tient si tu as déjà une base de clients qui est, on va dire, confirmée. Non, je pense pas. Tu vois, genre, Ou si tu as un bon réseau Non, non, derrière non, toi. non. Alors, moi, ce qui est important, c'est que j'ai l'autorité technique de ce que je dis, tu vois. C'est-à-dire que si je te dis, on fait 1 heure de consulting ensemble, je sais que ce que je te délivre, c'est vraiment face à ta problématique parce que j'ai l'autorité technique par rapport à mon background. Par contre, cette autorité technique-là, dans des métiers un peu plus, tu vois, genre création de site internet, tu l'as à travers un portfolio. Tu l'as à travers une certaine autorité. Si ton taf, c'est de vendre du community management, c'est que tu as 2-3 réseaux qui ont genre 40 000 abonnés, tu vois, actifs. Ça, cette recherche d'autorité, tu le fais en faisant des mandats gratuits, tu fais ça en faisant des mandats pour tes potes, ce genre de choses. Ça, c'est pas compliqué d'avoir. Par contre, une fois que tu es onboardé, moi, je pense que le premier client que j'ai onboardé, il y a des encres. Si je lui avais dit d'office, ce qui se fait aujourd'hui, c'est du WordPress, c'est du WooCommerce, c'est de l'Elementor, je ne me serais pas embêté à côté du PHP derrière, tu vois. Il fait ah ouais, ah ouais, en fait, WordPress est utilisé par la CNN, c'est 70% d'Internet, je savais pas. Alors qu'il était convaincu dans son truc. Et si tu lui donnes le choix entre A et B, plutôt de est-ce que t'aimes le A, bah souvent ça rend les choses plus efficaces pour le gestionnaire de projet. Et souvent dans les grosses entreprises, dans les entreprises high profile, bah, c'est aussi un gage d'efficacité parce que bah, souvent tu as plusieurs échelons à valider et quand tu dois faire valider eux-mêmes des choix multiples ou un choix simple, c'est plus facile de faire valider un choix multiple, tu vois. C'est intéressant. Après, dans mon background de marque de luxe, Ouais. je peux confirmer à 100% que cette personnalisation de tous les choix, elle est nécessaire. C'est-à-dire C'est-à-dire que quelqu'un qui a une marque de luxe, et donc même l'entreprise, elle va, si tu veux, elle va préférer ce genre d'interaction personnalisée qu'une interaction forcément juste Alors là, je suis d'accord avec toi. Toutes les entreprises auront besoin d'avoir un humain en face si tu veux vendre un truc de haute qualité, une prestation haute qualité. Par contre, les choix que tu leur donnes doivent donner l'impression d'une personnalification. Mais en réalité, ce que toi, tu leur rends, les choix que tu leur rends, c'est déjà mâché, quoi. c'est des choix où tu sais déjà le chemin que tu vas prendre dans ces choix-là. Par exemple, je sais que je dois rendre une charte graphique
à une société où je sais que je dois créer une stratégie d'implémentation à une société, je vais juste leur dire une stratégie d'acquisition Instagram à une société, par exemple, je vais simplement leur dire, je vais pas leur demander vous voulez quoi sur votre Instagram, quel est le ton de la société, etc. Tu vois, genre ça, c'est moi qui le définis pour eux. Je dis par rapport à ce que j'ai appris de votre société, voici ce que je pense du ton. En général, ça, ils le valident parce que c'est un point de vue externe et un point de vue omniscient, euh, comme je cite notre dernier podcast. Après, le choix que je leur donne, c'est ok, regarde, ça c'est ton concurrent A, ils ont cette stratégie, ça c'est ton concurrent B, ils ont cette stratégie. Cette stratégie-là, elle est très nichée, elle est très technique. Cette stratégie-là, elle est mainstream, elle est grand public. Laquelle tu préfères? Et c'est personnifié, tu vois. Parce que eux, ils se disent, ah, je fais un choix qui va vraiment impacter mon réseau. Par contre, toi, tu sais que les choix, tu leur as pas proposé un truc qui est irréalisable. Par exemple, un truc hybride. Horrible, les trucs hybrides. Ouais, où je veux éduquer le grand public à l'ingénierie civile. C'est mort, tu vois. Genre, tu vas pas réussir à faire ça sauf si tu es payé vraiment un très gros ticket. Du coup, en donnant ce choix, bah, c'est personnel avec ton client. Mais c'est des choix que tu maîtrises. Et dans les marques de clim et de luxe, c'est pareil, tu vois. Genre, tu vas arriver, ils vont te dire, par exemple, tu dois faire la voiture la plus personnifiable, c'est les Bugatti, tu vois. Mais tu vas pas venir choisir le code hexamicelle de la couleur. Tu as une palette de couleurs que eux définissent pour toi, qui maîtrisent, et tu choisis parmi ces 4 couleurs. Tu vois, c'est ça la petite différence, la petite nuance. Non, mais je sais que tu as raison, mais je pense que mon cœur de créatif saigne là actuellement. Et le côté humain. Oui, il a raison, malheureusement, il a raison, mais Et le pire, c'est que je facture plus cher des clients qui n'ont pas le choix, entre guillemets, tu vois, ouais. que des clients qui ont le choix. Tu vois. Mais parce qu'ils ont besoin d'être guidés, tu vois, genre le sentiment d'être en sécurité, c'est vraiment Ça, le t'as sentiment raison. le plus fort Oui. quand tu viens mandater une entreprise externe. C'est vrai, le sentiment d'être guidé, en tout cas, dans n'importe quelle relation client, c'est preuve d'excellence, en fait. Si tu es capable de guider quelqu'un dans la bonne direction, c'est que tu connais vraiment bien ton métier. Ouais, c'est ça. Et la qualité se perçoit dans ça, dans les choix que tu proposes. Mhm. Tu vois, je pense, juste pour conclure, de très haut niveau, tu vois, genre, l'un des tout derniers clients en design que j'ai, c'est vraiment, l'idée, c'est, je viens faire une journée d'immersion avec vous, 24 heures, je suis avec vous, je vous suis sur vos projets, etc. Et à la fin, je vous propose une charte. Tu vois, il n'y a même plus de discussion, c'est quoi vos couleurs, c'est quoi vos trucs. C'est moi qui va aller dans leur bureau, choper les documents, voir où est-ce qu'ils ont mis les headers, est-ce qu'il y a une synergie, est-ce qu'il y a une ligne directrice, etc. Tu vois, je vais même plus poser la question. Et en vrai, ils me payent 4 à 5 fois plus quelqu'un qui viendrait et qui ferait genre 6 réunions, tu vois, genre à chaque fois, ok, qu'est-ce que vous avez pensé, etc. Tu vois. Bon, après ça, je pense que c'est un peu... Ça, c'est extrême, c'est très extrême. Mais c'est juste que je veux terminer le contrat parce que c'est un domaine où, tu vois, genre c'est cool, mais c'est un peu moins ma passion. Mhm. Et en vrai, eux aussi, dans le cadre actuel, ça les arrange parce qu'ils ont ils ont un sentiment d'urgence par rapport à leurs objectifs et ils n'ont pas de domaine créatif en interne. Et du coup, ils se disent, ok, si on arrive, si à la fin, ils nous rendent tous les templates et tout, je peux l'intégrer à mon ERP, c'est cool, quoi, ça vaut 15 000 balles. Si jamais dans ce débat, Lionel Femme a gagné, je pense qu'il faut qu'on inclue à la fin de C'est ce chaque qu'on- épisode un compteur. C'est dans la saison qui a gagné. Ce serait combien de genre fois. 6-0 là. Non, non, c'est pas 6, c'est 1-0. T'as pas compris. Ah oui, pardon, on compte pas la Non, non, première c'est saison. 1-0. Non, je parle pas de première saison, je Ah. parle en général. Ok, très bien. Ok. 1-0. 1-0. Si vous écoutez régulièrement nos épisodes, je sais pas, il faut qu'on organise une sorte de match dans les commentaires. Pensez que c'est qui va avoir le plus de points jusqu'à la fin de On cette peut faire saison. des paris. Le gagnant, il a un prix qu'on envoie, genre le haut-parleur à l'arrivée. Attends là. Non, non, rien. Qu'est-ce que t'as contre mon haut-parleur? Non, Non, mais il est c'est très grave. Bon, en tout cas, c'était un bon lancement, je pense. On a fait, je pense, 2 épisodes déjà sur le marketing. Je pense que la prochaine fois, on essaie de faire un truc opérationnel, tu vois, comme ça, c'est un sujet que je maîtrise encore plus. S'il y a un débat, On verra. On verra. Si ça se trouve, j'aurai une idée qui va casser les codes de l'opérationnel et puis du coup, peut-être. j'aurai quand même gagné. Peut-être. Merci et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.